En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le grand écrivain algérien Boualem Sansal. Il est l'auteur de Gouverner au nom d'Allah, du Serment des barbares ou encore de 2084. À travers ses livres, il défie la dictature militaire algérienne et les islamistes et nous donne une leçon de courage et de liberté. Car il faut lire son œuvre tout entière comme un appel à ne pas reproduire dans nos sociétés occidentales les erreurs commises par les sociétés orientales qui ont laissé prospérer en leur sein le totalitarisme islamique. Comment être écrivain malgré la censure des fous d'Allah? Quelle différence entre islam et islamisme? L'islamisme est-il un totalitarisme? La France de Voltaire est-elle en train de devenir le pays de soumission? Boualem Sansal répondra à nos questions en toute vérité. En seconde partie d'émission, nous serons rejoints par Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Il est le diplomate français qui aura passé le plus de temps en poste en Algérie. Il est également l'auteur de L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, un portrait sans concession de la relation franco-algérienne. La guerre d'Algérie est-elle bien terminée? Jusqu'à quand la France devra-t-elle se repentir? Pourra-t-on un jour réconcilier la France et l'Algérie? Les réponses de Boualem Sansal et Xavier Driancourt en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, Boualem Sansal en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Boualem Sansal, bonjour. Bonjour. Je suis ravi et très honoré de vous avoir sur cette émission parce que c'est ce que je disais en préambule, vous nous donnez à tous une leçon de liberté et cet été, j'ai pensé à vous au moment où Salman Rushdie s'est fait agresser. Il avait une fatwa sur sa tête depuis une trentaine d'années. Vous faites aussi partie de ces écrivains qui défiaient non seulement le régime algérien, mais aussi l'islamisme. J'ai envie de vous dire comment vous faites, pourquoi vous continuez à écrire et est-ce que vous avez peur parfois? Peur, oui, évidemment. On est face à un monstre invisible qui était un embryon il y a une trentaine d'années, quelque part du côté du Moyen-Orient, et qui maintenant sévit sur toute la planète, donc partout. Là, ici, dans les studios de Sud Radio, on est sous fatwa islamiste. Ça peut se produire à tout moment. Mais la peur se gère. Voilà, il faut pas. Ou on se laisse dominer par la peur et en ce moment on fait rien. On se met sous une pierre et on attend que le soleil revienne. Sinon, on gère ça et on a une fonction sociale à assumer. Voilà. Donc, à partir du moment que j'ai découvert que je pouvais écrire et expliquer ce que je voyais, eh ben, je me suis fait une obligation de raconter ce que je voyais en Algérie. L'Algérie a été un précurseur c'est peut-être après l'Afghanistan, dans cette région du monde, c'est la première confrontation entre, on va dire, le monde moderne, le monde méditerranéen et l'islamisme, et qui depuis, ben voilà, ça se propage partout, en Europe, en Afrique, en Asie, voilà. Et justement, vous nous dites que ça se propage partout. Je disais aussi en préambule que votre livre vos livres peuvent être lus comme un message d'alerte pour l'Occident. Est-ce que vous croyez, vous justement, que sur la fatwa concernant Salman Rushdie, puis sur son agression, l'Occident a réagi comme il le fallait? J'ai cru, il y a des étapes. Hein. Donc, la première étape, j'ai cru. On croyait en l'Occident. L'Occident était porteur d'un discours de modernité, universaliste, universel. C'est la démocratie, c'est la source de la démocratie, du savoir et tout ça. Donc voilà, j'ai cru que l'Occident allait être le barrage, un véritable barrage contre ça. Et en fait, non. Il est devenu un vecteur, un moteur de la progression islamiste. Un moteur, vous diriez, oui, un moteur, absolument, carrément. Absolument, parce que dans les pays comme l'Algérie, le pouvoir a combattu l'islamisme avec une férocité aussi grande que la férocité qui a animé les islamistes eux-mêmes. Donc, et ils ont fini par les vaincre au plan militaire.
Au plan militaire, parce que vous expliquez souvent pour nos auditeurs que en Algérie, le pouvoir politique est aux mains des militaires et le pouvoir de la rue, dans la société, les islamistes continuent de dominer. Il y a eu un deal quand le pouvoir a vaincu militairement les islamistes. Ils savaient que gagner une bataille n'est pas gagner la guerre. L'islamisme est là pour 1000 ans. Donc ça, les militaires algériens sont suffisamment intelligents pour savoir qu'on ne va pas se débarrasser de la chose en quelques années. Donc, ils ont imaginé qu'ils seraient peut-être de la réelle politique. Ils se sont dit, partageons avec eux le pouvoir. Si on ne peut pas les vaincre, ils ne peuvent pas nous vaincre. On ne peut pas vivre éternellement dans une guerre comme ça, civile, fratricide. Faisons un deal. Ils ont fait un deal. Et moi, je me souviens d'une remarque qu'avait faite Hassan II. Le roi du Maroc, ouais. Le roi du Maroc avait dit « C'est formidable ce qui se passe en Algérie ». Ça a beaucoup d'ailleurs déplu en Algérie. C'est formidable ce qui se passe. Nous avons là une expérience in vivo, quoi. Voilà. Observons ce qui va se passer en Algérie. Ce qui va se passer en Algérie. Et nous saurons, en voyant les résultats, nous saurons comment faire. Et tout le monde a observé ça avec beaucoup d'attention, avec peut-être une certaine ingérence. Les Américains qui se sont dit, oui, c'est tout à fait vrai, l'islam est là, et l'islamisme est là, il faut faire avec. Trouvons des nouvelles constructions. C'est ce qui s'est fait ici et là. Et l'Algérie ça semblait être un laboratoire formidable. Donc il y a eu des encouragements, y compris du côté du gouvernement français, à encourager à ce deal-là, parce qu'évidemment la France se sentait menacée. L'Algérie, c'est à 800 km d'Alger, donc, et puis l'islam est là, l'islamisme sont installés. Et voilà. Et ce deal s'est fait et semble tenir. Alors, il s'est fait sur quelle base? L'armée garde le pouvoir formel sur les institutions, tout ça. Et on a livré la population aux islamistes. Voilà. Puis on leur a distribué des postes à l'Assemblée nationale, 30% au Sénat, au gouvernement, des ministères, des trucs. Et puis la mayonnaise a pris. Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, mais au prix quand même d'un renoncement à un certain nombre de libertés. On suppose d'ailleurs que pour un écrivain comme vous, c'est compliqué là-bas. Non, parce que nous n'avons jamais connu la démocratie, donc il n'y a pas eu de renoncement. Voilà, la démocratie, c'était une hypothèse, un projet porté par l'élite algérienne, pas par la population. La population reste quand même imprégnée des valeurs de l'islam et chatouillée aussi par l'islamisme. Donc la démocratie pour eux, c'est le vice, c'est la dépravation, c'est occidental, etc. Donc, justement, je vous ai coupé pour que vous nous expliquiez un peu la situation en Algérie, mais vous étiez en train de nous dire malgré tout que les militaires au départ, en tout cas, avaient résisté, combattu férocement, et que l'Occident ne combattait pas, voire était aujourd'hui un moteur. Je vous ai interrompu à ce moment-là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi un moteur? Alors, il y a des étapes. Donc, les pays occidentaux, donc, pour être précis, disons la France, elle est partie sur une base qui semblait gérable. L'islam est installé en France depuis longtemps, l'islamisme commençait à bouger, mais seulement dans les banlieues. Donc on a pensé que, moyennant un certain nombre de dispositifs, la chose est gérable. On a un peu acheté la paix sociale en pensant que ça allait se passer. On va socialiser l'islam en aidant à l'organisation de l'islam sans pour autant aller jusqu'au concordat. Confier un peu aux musulmans eux-mêmes la gestion de l'islam. Voilà. Et l'islamisme, l'islamisme relève un peu des services de sécurité, la surveillance. Ça semblait gérable. Mais c'était une vision un peu bornée, c'est-à-dire que les Français ne voyaient que la France. Et l'islamisme est à côté aussi. Il est en Belgique, il est en Allemagne, il est en Turquie. On est cernés tous de partout par la chose. Et puis c'est que comment combattre l'islamisme? Je pense qu'on peut trouver des méthodes, quoi. On va en parler. Mais comment encadrer l'islam? Comment gérer l'islam? On ne sait pas. On sait pas. Ça ne s'est jamais produit nulle part.
Merci Boualem Sansal d'être avec nous sur Sud Radio. On continue à en discuter après une courte pause. L'islamisme est-il un totalitarisme? Votre réponse en toute vérité sur Sud Radio après la pause. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec le grand écrivain algérien Boualem Sansal. Nous parlons avec lui de la montée en puissance de l'islamisme, notamment en Occident. Et avant la pause, Boualem Sansal, vous étiez en train de nous expliquer que l'Occident n'était non seulement plus un rempart pour l'islamisme, mais d'une certaine manière un moteur. Vous expliquiez que quand l'Algérie a basculé dans l'islamisme, eh bien finalement la France a même accueilli, c'est ça, pour être exact, vous nous avez dit ça pendant la pause, a accueilli des islamistes. Est-ce qu'on a fait preuve de naïveté là-dessus? Je crois qu'au départ, les pays occidentaux et la France ont pensé que les pouvoirs du Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., étaient incapables de gérer le problème de l'islamisme. Et donc, ils ont pris la main. Ils ont essayé de prendre la main. Donc, ils ont développé des contacts plus ou moins secrets avec à la fois les islamistes, à la fois avec les institutions islamiques, la Ligue islamique mondiale, etc., pour trouver une façon de gérer les deux choses, hein, l'islam, le socialiser dans le monde moderne, hein, le faire entrer dans le temps moderne, hein, et puis l'islamisme, l'encadrer, parce qu'on voyait bien que c'était un mouvement révolutionnaire qui pouvait devenir très dangereux, et il est d'ailleurs devenu très dangereux en versant dans le djihadisme. Voilà, et donc en voulant jouer sa partie, la France a par glissement, a été peut-être obligée de faire des deals avec les islamistes, voilà, elle a permis. Moi, je me souviens, à 30 ans, il y avait 10 mosquées en France. Il y en a plus de 3000 maintenant, qui sont gouvernées, les uns par le Maroc, les autres par l'Algérie, les autres par la Turquie. Le Koweït, le Qatar et l'Arabie arrivent par ailleurs et montent des institutions et mettent même en place des financements pour financer la modernisation des banlieues. Donc voilà, c'est porte ouverte à... le gouvernement français a été débordé et n'a pas su freiner, rembobiner le film. Voilà. On a commencé l'émission avec Salman Rushdie, avec sa fatwa. Est-ce qu'il y a une part de terreur finalement là-dedans, de faiblesse face à la terreur imposée par les islamistes, ou est-ce qu'il y a eu complaisance, voire sentiment de culpabilité occidentale qui a accéléré le processus? Je dirais que c'est tout ça à la fois. À la fois. Hein. Ouais, c'est tout ça à la fois. Je pense... vous savez, la peur, on s'habitue à la peur. Moi, je me souviens en Algérie, quand l'islamisme est arrivé, on était dans un état de sidération, terrorisés, nous étions terrorisés. Il y avait jusqu'à 200, 300 assassinats par jour. Et puis finalement, on s'habitue. On s'habitue à vivre dans la terreur. Voilà, on continue, la vie reprend. Et je crois que c'est ce qui se fait passer en France. On a beaucoup dit la France, pays de Voltaire, de la liberté. Est-ce que c'est devenu le pays de soumission de Oui, mais ça c'est fini. Alors, on est sur des slogans qui datent. Hein. Donc la France a changé de forme, a changé de philosophie. Elle est dans un monde elle contrôlait en partie le monde. La France était une grande puissance. Elle parlait au monde et elle donnait du sens au monde. C'est plus le cas maintenant. C'est le Qatar qui donne du sens à la France. Donc la France n'est plus maîtresse de son destin et elle ne sait pas trop aujourd'hui avec qui le gérer, avec les Américains ou dans la construction d'une Europe utopique ou dans la construction d'un royaume arabe comme Napoléon III avait envisagé de le faire. Voilà, la France, qui était une grande puissance, devient une puissance moyenne et une petite puissance. Donc, elle a besoin de s'inscrire dans un grand récit. Dans un récit... on a eu un petit incident. Boualem Sansal a renversé son verre, mais c'est pas grave.
Continuez, Madame Sansal, ce n'est que de l'eau. Vous nous disiez, oui, la France est devenue, hélas, une puissance moyenne face à effectivement, quand on vous lit vos livres, on sent que la menace islamiste est mondiale. Et vous parlez d'ailleurs de totalitarisme. Vous, le premier livre que j'ai lu de vous, c'est le village de l'Allemand, où vous compariez carrément ça au nazisme. J'aimerais, on a eu tout un débat pendant la présidentielle. Qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce que l'islamisme ? J'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors ici, on a développé cette typologie bizarre entre... on a essayé de diviser l'islam en deux. Ce qui serait l'islam gentillet, qui, tout d'amour et de tolérance, etc., etc. Et puis, à côté, on a inventé une sorte d'épouvantail, l'islamisme qu'on imagine bardé de cartouchières et de trucs. Non, c'est un phénomène, un seul, qui est l'islam. L'islam qui avait disparu du radar après le démantèlement de l'Empire ottoman. C'était fini. L'islam, à cette époque, est mort. Avec la disparition du calife, ça en était fini de l'islam. Et puis, le monde musulman s'est démantelé, colonisé ensuite, régression générale sur tous les plans économiques, culturels, etc., etc. Et puis ensuite, il est là. Après les guerres de décolonisation, tout ça, la remontée En fait, l'islam qui reprend ça. Ce que vous nous expliquez, le phénomène islamiste, c'est une renaissance de l'islam. Oui, comme il pourrait demain y avoir une renaissance du christianisme qui repartirait à la conquête des âmes, des peuples, pour retrouver sa puissance d'antan. Ça peut parfaitement se produire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs tentatives dans ce sens-là. On le voit d'ailleurs dans certains pays européens on gouverne au nom du christianisme. Enfin, c'est le cas au moins de la Hongrie, peut-être de la Pologne aussi, où l'islam est tout, le christianisme est tout puissant. On prend du poil de la bête. C'est pas le cas. La France a carrément, avec la laïcité, carrément rompu avec son passé judéo-chrétien. Et donc. Et est-ce que vous croyez justement que pour résister à cette pression islamiste, quelle est la meilleure arme ? Est-ce que c'est la laïcité ? Est-ce que c'est le christianisme ? Est-ce que ça nous conduirait vers un choc des civilisations ? Comment vous voyez les choses ? Il y a un proverbe algérien qui dit si on veut que les choses s'éclaircissent, il faut bien les remuer, quoi. Il faut bien mélanger les choses. Il faut pousser le processus de pourrissement jusqu'au bout. Tant qu'on est au milieu du gué, on est encore un peu confiant. On peut toujours revenir en arrière. On se dit, on a déjà fait la moitié du chemin. Il va falloir, à un moment ou à un autre, prendre le problème à bras-le-corps. Le problème à bras-le-corps, c'est pas l'islamisme. L'islamisme touche 5-6% des musulmans. Il faut travailler sur l'islam. Aller vers une sorte de concordat, mener l'islam vers... on va dire une laïcité qu'il inventerait lui-même, pas une laïcité qui lui serait... En fait, vous voulez dire, c'est qu'il faut séculariser l'islam en quelque sorte. Mais on suppose que la France peut pas le faire à elle seule. C'est à l'intérieur de l'islam que ça va jouer. Le gouvernement français peut le faire, évidemment. Avec Xavier Driancourt, hier, on parlait du concordat. C'est peut-être une idée. Xavier Driancourt, qui nous rejoindra en seconde partie d'émission. Oui, le concordat. Mais il y a peut-être aussi d'autres méthodes. Mais je crois que là, on est quand même un peu enfoncé dans le creux de la vague. C'est très difficile de remonter. Dans les banlieues, on en est déjà au séparatisme. On n'est plus déjà. On est sorti de l'islam de France. On est rentré dans l'islam à part. Ou dans l'islam en France, oui. Ou l'islam en France. Donc, il y a un gros travail que le gouvernement ne semble pas pouvoir entreprendre, manquant de courage, et en peur des réactions de la communauté musulmane dans le monde. Il y a un gros travail à faire.
Est-ce qu'il y a aussi un problème on en parlera d'ailleurs dans une seconde partie d'émission avec Xavier Driancourt, mais de repentance, de peur d'être accusé de racisme. Il y a la peur de l'islam, la peur des représailles, mais aussi peut-être cette peur d'être accusé de racisme. Non, vous y croyez pas, vous? Pour moi, c'est un problème algéro-algérien. À l'indépendance, il s'est installé au pouvoir de fait. À l'époque, c'était, on parlait de le pouvoir. On disait que le pouvoir est au pouvoir en raison de la légitimité historique. Il avait une légitimité historique. Il avait combattu le colonisateur, donc il a libéré le pays. Et voilà, donc il gouverne le pays. Ça a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Les Algériens ont accepté cela tout à fait normalement. Ils ont libéré le pays, ils le gouvernent, ça va de soi. Et puis après, la population a évolué, voulait comprendre ce qui se passait dans son pays et peut-être voilà. Et là, cette légitimité historique est tombée. Donc il a fallu la reconstruire. Et le pouvoir donc a utilisé l'histoire de la guerre de libération à fond pour se légitimer, se reposer en libérateur. Et puis il a trouvé en face un gouvernement qui accepte de jouer la partition qui lui a été imposée par le pouvoir algérien, c'est-à-dire la repentance et reconnaître, oui, etc. Voilà, la repentance, voilà, on en parlera en seconde partie d'émission, d'autant que nous serons rejoints par Xavier Driancourt. La guerre d'Algérie est-elle vraiment finie? Vos réponses et celles de Xavier Driancourt après une pause en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec le grand écrivain algérien Boualem Sansal, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, auteur de l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, paru aux éditions de l'Observatoire, vient de nous rejoindre. On continue à discuter de la montée de l'islamisme, mais aussi des rapports entre la France et l'Algérie. On discutait avec Boualem Sansal avant la pause. Dans votre livre, Xavier Driancourt, vous faites je dirais un tableau sans concession des relations entre la France et l'Algérie. Et en vous lisant, il apparaît que nous sommes un peu les dindons de la farce, non ? Oui, c'est un résumé rapide. Alors vous êtes un diplomate, vous êtes plus diplomate, donc vous avez une liberté de parole. Voilà. Non, mais même en tant que diplomate, j'avais une très grande liberté de parole et d'écrit. Et je ne me suis jamais auto-censuré. Non, mais les relations entre la France et l'Algérie sont des relations un peu comme le CAC 40. Il y a des périodes haussières et baissières. Dans ce quinquennat-là, on a eu une période baissière et maintenant on est dans une période apparemment haussière. Donc, ce sont des relations structurellement compliquées pour une raison simple, c'est parce que l'Algérie, on peut parler de l'Ukraine ou de Hong Kong, c'est de la politique étrangère, mais quand on parle de l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Et donc, voilà, on est au carrefour de contradictions et de complexité très forte. On a vu que le président de la République était allé au mois d'août faire une visite en Algérie, que Emmanuel Macron fait de la réconciliation avec l'Algérie un objectif peut-être depuis son premier quinquennat et souvent dans un discours que certains qualifieront de repentance. Il avait parlé au sujet de la guerre d'Algérie, de crimes contre l'humanité. Là, il annonce vouloir unilatéralement ouvrir les archives. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous, d'après votre expérience de diplomate, ça vous apparaît comme la même méthode, la bonne méthode, pour parler au régime algérien? Tous les présidents français ont voulu être ceux de la réconciliation. François Hollande, Jacques Chirac. On avait une fenêtre au moment de Chirac en 2003. On a eu au moment du traité d'amitié, là on avait Chirac était apprécié en Algérie. Il y avait un vrai moment où on pouvait faire quelque chose avec Alger. Et puis je crois que le président Macron, effectivement, il se dit qu'il n'est pas, pour répondre à votre question, je crois que c'est un de ses objectifs de réconcilier France et Algérie. Lui n'a pas connu la guerre d'Algérie, c'est le premier président qui ne l'a pas connue.
il a un autre regard sur l'Algérie et je pense que la réconciliation franco-algérienne est certainement un de ses objectifs de politique étrangère. Dans son premier quinquennat, il a fait énormément d'avancées dans le domaine mémoriel. Et je pense que maintenant, il a encore 5 ans pour mettre tout ça en œuvre. Ma question était justement ces avancées sur la mémoire. On a l'impression d'abord que c'est seulement la France qui avance, qu'il n'y a pas de réciprocité, et on a l'impression que ça ne porte pas nécessairement ses fruits avec l'Algérie. On peut se demander jusqu'à quand il faudra se repentir. Je crois que c'est la faille de ce dispositif. C'est-à-dire que pour dialoguer, il faut être 2. Et l'interlocuteur de Benjamin Stora, c'est un des durs du système. Le directeur des archives, que Boualem connaît bien, c'est quand même un dur du système. Donc, pour dialoguer, il faut être 2. Et effectivement, du côté français, on a fait beaucoup de gestes. La réhabilitation de Maurice Audin, Boumengel, etc. On va en faire sans doute d'autres dans le domaine des archives, dans le domaine des essais nucléaires peut-être. Mais il faut qu'il y ait des gestes en face et il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Je crois que c'est la principale difficulté. Boualem Sansal, vous partagez cet avis? Est-ce que vous croyez que la France a la bonne attitude? Est-ce que vous, en tant qu'Algérien, vous attendez de la France qu'elle s'excuse? Moi, j'ai jamais compris ce que voulait dire réconciliation. Des guerres entre peuples, entre pays, il y en a tout le temps. Et puis... je l'avais écrit il y a très longtemps. Pour moi, la guerre entre la France et l'Algérie... Vous l'avez vécu, il faut le rappeler. En partie. Vous étiez enfant, je crois, encore. C'est terminé le 19 mars 1962. À partir du moment où on a signé les accords d'Évian, c'est-à-dire que les 2 parties prenaient acte de ce qui s'était passé, prenaient acte que l'Algérie prenait son indépendance, dans une relation de partenariat, c'était précisé dans les accords d'Évian, et tracer une perspective de coopération, voilà. Donc c'est fini. C'est pour moi le pouvoir algérien qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la légitimité historique s'est épuisée, que voilà, après dans les années 80, quand Chadli est mort. Il y a aussi la guerre civile, peut-être algérienne, qui a fait que, pour réconcilier justement l'Algérie après la guerre civile, il fallait trouver un nouvel ennemi, en quelque sorte, qui était la France. Non, pas vraiment. Non, c'est que... Bon. Non, je veux pas... Le gouvernement algérien s'est trouvé coincé à un moment donné. Comment perdurer dans le pouvoir? Il ne peut plus utiliser la légitimité historique. Nous vous avons libéré, donc que faire? Alors, il y a une première tentative de démocratie. Donc, on sort de la constitution de dictature en 1986 ou 88. On dote le pouvoir dote le pays d'une constitution démocratique, multipartisme, etc., liberté économique, etc. Et ça a commencé à fonctionner. Mais cette démocratie n'a profité qu'aux islamistes. Oui, parce qu'ils arrivent en tête des élections. Parce qu'ils sont organisés, parce qu'eux ne sont pas seuls. Eux, ils sont adossés à l'islam mondial. Et voilà. Et les démocrates, les courants démocratiques, 2 ou 3... sont battus aux élections, il faut le rappeler. Voilà, les communistes, les démocrates, les laïcs comme Saïd Sadi, tout ça, ça représentait quoi, 2-3% de la population. Et ils n'ont pas été aidés par personne. Au contraire, ils ont été lâchés. Les pays occidentaux, considérant que ces pays-là, que dans ces pays-là, il n'y a que 2 forces réelles. C'est l'armée et les islamistes. Que tout le reste, c'était... Bon, il faut leur faire des petites concessions par-ci par-là, mais sans plus. Politiquement, ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas de poids. Et donc, la guerre continue. Donc, les militaires, pour se relégitimer, ils jouent sur l'islam. Nous sommes un pays musulman et ils sont chrétiens. Et ils jouent sur la repentance aussi. Et on réveille la guerre... la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, dans tous ces...
c'est avouer qu'il y a eu génocide. D'abord, vous allez un peu vite quand vous dites repentance. Avant la repentance, il y a les aveux. Il faut que le gouvernement français fasse des aveux publics. Oui, nous avons colonisé. Oui, ceci. Oui, nous avons tué. Oui, etc., etc. Et avec preuve à l'appui et genoux à terre. Et puis après, on va travailler sur les réparations, y compris financières. Est-ce que ça vous semblait approprié de parler de crimes contre l'humanité pour parler de la colonisation? C'est une formule en campagne électorale. Je note que le président ne l'a jamais reprise après. Cette formule, une fois élu, n'a jamais repris. Tu te souviens, quand le président est venu à Alger, on avait déjeuné ensemble en décembre 2017. Il n'a jamais réutilisé publiquement cette formule. Il a été rappelé à l'ordre, je crois pas. Parce que encore une fois, l'Algérie, c'est de la politique intérieure française. Et dire cela, ça heurte une partie de l'opinion publique française. Ça heurte une partie de l'opinion publique française, mais ça nourrit aussi, dans un contexte de crise de l'intégration, peut-être du ressentiment de la part de jeunes Français d'origine algérienne qui ont l'impression que la France a brimé leurs parents, leurs arrière-grands-parents. C'est en cela, Boualem Sansal disait, la guerre continue, elle n'est pas terminée, on a l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais, Xavier Drillon, quoi. Oui, et je crois que c'est Jérôme Fourquet qui faisait remarquer que les attentats du Bataclan, c'est le jour du début c'est l'anniversaire en 2012, l'anniversaire du début de la bataille d'Alger, et que dans l'esprit ou dans l'inconscient des jeunes Algériens de la 3e ou 4e génération, cette notion de crime pendant la guerre est très présente. Et on peut ajouter d'ailleurs que la tuerie d'Ozara Torah par Mohamed Merah, Gilles Kepel avait aussi fait remarquer la même chose. C'était l'anniversaire des accords C'était le 19 mars 2012. Donc le 50e anniversaire des accords d'Évian. Et donc voilà, on est dans la reconnaissance, dans les aveux. Ça ne s'arrêtera pas là. Vous, en tant que diplomate, le gouvernement algérien, puisque c'est une rente pour se maintenir au pouvoir, risque de demander plus. Non, ce qui est en plus très compliqué, c'est que derrière cette notion de reconnaissance ou de repentance, on ouvre une boîte de Pandore en réalité, parce qu'il y a la question très sensible des archives, il y a la question des essais nucléaires, et il y a plus ou moins une question d'indemnisation. Donc, on ouvre des dossiers qui sont extrêmement compliqués. Boualem Sansal, est-ce que c'est une boîte de Pandore? Oui, et puis le pouvoir algérien tient toutes les manettes. Donc, l'histoire de la guerre d'Algérie qu'il faut écrire, de la colonisation, ça remonte à loin. Donc, depuis tout à l'heure, on ne parle que de la guerre. Pour le pouvoir algérien, ça démarre en 1830. Oui, voilà. Et avant, on ne parlait que de la guerre d'indépendance ou de la guerre d'Algérie, comme on dit, mais maintenant, on parle de la colonisation dans son ensemble, depuis 1830. Et l'histoire de la colonisation, les Algériens ne l'ont jamais écrite. Le pays n'existait pas, c'était la France. Donc, on a une histoire de la colonisation écrite par les Français, les historiens français, les militaires français et tout ça. L'Algérie, le pouvoir est très gêné. Il a besoin, pour se légitimer, pour légitimer son discours plutôt, d'écrire l'histoire à son profit. Voilà, le récit. Mais le faire va l'amener dans des pièges qui le terrorisent. Et c'est pour ça que la création d'une commission franco-algérienne sur la mémoire, ça a été annoncé à Alger. Il va falloir trouver des gens capables de dialoguer. Là, il faudrait partir de 1830. L'Algérie n'existait pas. Il n'y avait pas un État qui s'appelait Algérie. Il y avait une province, une petite province ottomane. Donc oui, une réécriture. Une colonisation. Donc voilà, on sort d'une colonisation pour entrer dans une autre. Donc l'Algérie n'a jamais écrit cette histoire-là. Même l'histoire de la guerre d'Algérie n'est pas écrite officiellement. Quelques dates, quelques noms, c'est tout.
Parce que si écrire l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est parler du MNA, c'est parler qui ont été exterminés par le FLN, c'est parler des harkis, ça c'est trop compliqué. Ça risque de mettre le pouvoir lui-même dans ses contradictions. Donc du côté algérien, on n'a rien. Ni l'histoire de la colonisation, ni l'histoire de la guerre d'Algérie, ni un projet d'avenir. Pas seulement avec la France, mais dans la Méditerranée, avec l'Europe, etc., etc. Merci Boualem Sansal. Merci Xavier Driancourt d'être avec nous sur Sud Radio en toute vérité. Comment réconcilier malgré tout la France et l'Algérie? On en parle tous les trois après une courte pause. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le grand écrivain algérien Boualem Sansal et avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Nous parlons de la relation entre la France et l'Algérie, une relation parfois d'amour-haine et qui a aussi des conséquences directes aujourd'hui sur la France. Xavier Driancourt, on parlait tout à l'heure de la visite d'Emmanuel Macron cet été en Algérie. Elisabeth Borne a annoncé qu'elle aussi se rendrait en Algérie, sans doute aussi lié au contexte géopolitique mondiale, le fait qu'on va avoir besoin de gaz, qu'on est fâché avec la Russie, et on a l'impression que la France tente de nouer un partenariat privilégié avec l'Algérie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que finalement c'est pas troquer une dépendance pour une autre dépendance? Et si vraiment il y a partenariat, sur quelle base ce partenariat doit-il se faire? Je crois que le gaz n'était pas du tout un objectif de la visite du président de la République. On en a parlé parce qu'on est obligé de parler de gaz quand on va en Algérie, comme on est obligé de parler de pétrole. Mais c'était pas du tout un objectif. Je crois que l'objectif, c'était, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est d'essayer d'amorcer une nouvelle étape de la réconciliation, entre guillemets, franco-algérienne. Donc je crois que c'était vraiment purement politique comme démarche de la part du président de la République, d'enclencher un mouvement, parce que son premier quinquennat, il est venu en décembre 2017 à Alger. Il y a eu ensuite le Hirak, ce mouvement politique algérien qui a abouti à la chute de Bouteflika. Il y a eu le Covid ensuite, donc le premier quinquennat, finalement, il n'y a rien eu comme relation forte franco-algérienne. Donc le président, je pense, veut reprendre la main, réenclencher un nouveau cycle. Il y est allé il y a 15 jours. Elisabeth Borne y va mi-octobre avec 6, 7 ou 8 ministres du gouvernement français, pour faire un comité interministériel franco-algérien. On va reparler, c'est ça le problème, des mêmes sujets qu'on évoquait déjà en 2017, c'est-à-dire créer une école 42 à Alger. Les Algériens n'en voulaient pas en 2017. Je ne sais pas s'ils vont dire oui aujourd'hui à Xavier Niel. Créer un fonds d'investissement franco-algérien. On a mis 5 ans à en discuter. Je ne sais pas si on va en discuter encore maintenant. On va parler de Renault et Peugeot. Mais voilà, donc on remet un nouveau cycle de relations franco-algériennes. Mais ça va être très compliqué. Parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait vraiment une volonté du côté algérien de régler un certain nombre de problèmes, de régler les problèmes notamment en matière de laissez-passer consulaire auxquels Gérald Darmanin tient manifestement, si on veut rouvrir le dossier des visas. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur la table. Mais pour avancer, il faut être deux. Moi, je vois également autre chose. Donc, Louis Macron qui est venu effectivement avec une démarche à peu près construite autour des points que tu viens de soulever. Mais je crois que le pouvoir algérien a peur. Depuis, c'est nouveau. Ce pouvoir n'a jamais eu peur de rien. Là, il a peur. D'abord, à cause de ce qui se passe au Maroc. L'arrivée d'Israël, les accords avec Israël, le fait que l'Espagne soutienne le Maroc vis-à-vis de la question sahraoui, le fait que au Mali, les choses se dégradent à une vitesse incroyable, que la Libye, la Tunisie est en train de s'effondrer, donc futur foyer
probablement même de terrorisme et de situation, la famine. Hein. En ce moment, la Tunisie est aux portes de la famine, au seuil de la famine. Et donc le pouvoir algérien se sent cerné. Voilà, et le problème, l'économie qui ne redémarre pas, le pétrole qui se traînait à des niveaux très bas, maintenant ça remonte, mais c'est un peu d'oxygène, mais une économie qui ne fonctionne pas. Le Irak qui permettait à la société... Le Irak, la révolution algérienne, on n'en a pas parlé, mais au moment de Bouteflika, il y a eu un espoir de révolution. Vous y croyez au progrès de la démocratie en Algérie? En tout cas, ça a permis à la population de respirer un peu, de croire. Donc voilà, de faire un peu provision d'espoir. Qui ont été déçus, évidemment. Et donc, le pouvoir algérien, qui est en train de se diviser d'une manière incroyable. C'est la guerre des généraux, en ce moment. Chaque jour, on apprend que des généraux, des machins sont en prison. Enfin, ils sont à la guerre. Mais une guerre violente. Et donc, il part à l'offensive. Il a perdu tout l'Ouest, le Maroc, la Tunisie, quasiment sont déclarés comme ennemis de l'Algérie. Il ne contrôle plus le Sud. Et il est arrivé à faire une sorte d'alliance comme ça sur la base du gaz avec l'Italie. Donc de ce côté-là, il est tranquille. Il reste la carte française. Le pouvoir joue la carte française. Il a besoin de la France pour se donner une dimension et sortir de son isolement totalement. Il est totalement isolé dans une économie qui ne fonctionne pas, un peuple qui est complètement dans qui peut exploser d'un moment à l'autre, et une caution française serait Pembini. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on parle moins de repentance et tout ça. Il n'a pas été harcelé avec cette question cette fois-ci. Ils ont parlé de projets, de ceci, voilà. C'était bon enfant. Donc finalement, les difficultés du régime font que peut-être c'est pas totalement illusoire de croire à une réconciliation. Ce serait pas encore une fois, une amélioration des relations qui serait tournée vers l'avenir pour une fois. Oui, se mettre dans une position haussière. Comme tu disais, c'est donner l'impression que la France, à l'égard du pouvoir algérien, pas d'Algérie, est attentive, qu'elle est prête à le soutenir au cas où. Pour finir, Boualem Sansal et Xavier Driancourt, Boualem Sansal nous a peint une Algérie qui était quand même au bord de l'implosion, avec un système qui est partagé entre les islamistes et les militaires, une guerre civile qui date des années 90, qui n'est pas si ancienne que ça. Si l'Algérie basculait dans le chaos, quelles seraient les conséquences pour la France? Je vous pose la question, Xavier Driancourt, et après on termine avec... Pour nous, c'est un scénario que nous ne pouvons absolument pas envisager, parce que c'est déjà le chaos en Libye, c'est le chaos au Sahel et au Mali. Avoir une Algérie à 800 km de Marseille, dans le chaos ou en guerre civile comme dans les années 90, aujourd'hui, ce serait inenvisageable comme scénario pour la France. Parce que là, pour le coup, le phénomène migratoire et l'explosion de l'Algérie serait dramatique. Donc, non, ce scénario, on peut pas il n'est pas l'envisager. envisageable, mais gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il est vraisemblable? Et est-ce que d'ailleurs, c'est aussi une des raisons du fait qu'Emmanuel Macron veut absolument se réconcilier avec l'Algérie? Tous les gouvernements français ont comme objectif d'avoir une Algérie stable de l'autre côté de la Méditerranée. Alors on a inventé l'UPM, on a inventé des tas de solutions pour avoir une Algérie stable et un Maroc stable. Parce que pour nous, ce sont des partenaires considérables. Boualem Sansal, on a commencé l'émission avec l'islamisme. Vous nous avez dit que c'était une guerre mondiale, finalement, que nous étions cernés. Vous nous avez parlé de la Belgique à la Turquie, à l'Algérie, justement. Est-ce que si ça basculait dans le chaos, dans cette guerre mondiale contre l'islamisme, ce serait un point de bascule dramatique d'ailleurs pour l'Occident? Je crois que les islamistes sont dans une démarche nouvelle, une stratégie nouvelle. Ils sont dans l'entrisme. Ils ont compris que voilà. En Algérie, partout d'ailleurs. Partout. Et
Et ils ont compris que c'était trop coûteux et que ça les affaiblissait au bout du compte. Et donc, ils sont dans des stratégies, disons, comme ça, de l'entrisme, donner une image de l'islam qui soit acceptable, et puis tisser des relations. Ils sont en perte de vitesse sur ce plan-là. Les choses étaient claires. Il y avait l'Arabie, il y avait le Qatar, il y avait les Émirats, il y avait voilà, les choses semblaient claires. Il y avait aussi l'Algérie qui jouait sa carte puisqu'elle avait dealé avec fait un deal avec les islamistes. Et puis là, tout cela s'effrite. L'Arabie n'est pas loin de rétablir d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Voilà, les cartes ont été rebattues. Et puis l'Europe, qui était un foyer de stabilité où on peut développer des stratégies à long terme, est en train elle-même de s'effriter. Donc le monde s'effrite de tous les côtés. Le monde s'effrite, c'est à la fois votre dernier mot qui est un peu dramatique, mais qui est peut-être aussi source d'espoir, parce que vous nous disiez que ça rebattait les cartes. Merci Boualem Sansal d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Xavier Drioncourt. J'étais ravi de vous recevoir tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En toute vérité, et je vous laisse tout de suite après la pause avec les informations. Merci.